Bonsoir à tous. Merci d'être venus aussi nombreux pour cette soirée qui est organisée par l'INRA de Thonon. Donc, à l'INRA de Thonon, on vient d'organiser un congrès scientifique sur les Grands Lacs qui a permis de réunir à peu près 200 scientifiques du monde entier, en particulier des Américains, des Européens, mais de tous les continents. Et on a souhaité en fait dédier un moment vers le public local, en déclinant la soirée en 3 parties. Donc la première partie va être un film d'environ une quinzaine de minutes qui a été tourné pendant le congrès. Alors je crois qu'une partie du film n'a pas pu être sous-titrée, on s'en excuse, mais le montage s'est fini il y a quelques heures. Ensuite, il y aura un débat animé par Mathieu Vidard, que tout le monde connaît, La tête au carré sur France Inter. Donc je vous remercie Mathieu d'être venu pour cette soirée et qui permettra en fait de discuter des grands enjeux scientifiques et sociétaux autour des Grands Lacs et qui va réunir cette personnalité locale et internationale, puisqu'on a en particulier une collègue américaine qui traite de ces problématiques sur les Grands Lacs américains. Et ensuite, il y aura bien sûr un temps d'échange avec le public et vous pourrez poser toutes vos questions aux participants. Voilà, donc je vous remercie. Et donc on va regarder le film si vous êtes prêts. Oui ? Ok, très bien. Fresh waters constitute an essential resource of our planet. However, they are rare and fragile. Less than 3% of the water on Earth is fresh water, and only 0.04% is in liquid form on the Earth's surface. Among this low percentage, there are lakes. The Earth has hundreds of thousands of lakes, but only a few hundred can be considered large. They offer drinking water and fish resources, but also many opportunities for economic development. Tourism, recreational activities, transportation, or again, use of lake water for cooling or heating. They constitute major biodiversity hotspots, but are also the receptacle of polluted water runoff from watersheds. Obviously, they play a central role in our daily lives, but are heavily threatened by human actions at global and local scales. Today, more than ever, focused attention is needed to better understand, manage, and of course, conserve these important ecosystems and the services they provide. Lake Baikal, Lake Michigan, Lake Erie, Lake Vostok, Lake Geneva, Lake Ontario, Lake Superior, Lake Constance, Lake Tanganyika. Well, limnology is the study of inland waters. It started off here at beautiful Lake Geneva, Le Lemont. In the 19th century, at that time, it was described as the oceanography of lakes. And then since that time, it's broadened out to
lakes, rivers, perhaps even wetlands, sometimes estuaries. And it really tries to bring together all the different elements of the natural sciences in the environment. So the mixing of waters, for example, the light in the water, the chemicals that are dissolved in the water that are sustaining the food web, the way in which that food web interacts, and finally the importance of human beings who are also part of lake ecosystems. We are here this week because we are organizing a fantastic symposium devoted to large lakes, and the focus of this symposium is to try to present all different aspects of biology, chemistry, physics regarding these large lakes, key results, last results, and key issues that this ecosystem face, and also have the opportunity that many researchers coming from different countries to mix together, discuss together, and make collaborations in the future. So I'm Lars Rödstam. I'm a professor at the university in the United States, at Cornell University, upstate New York State. I'm Victoria Pebbles. I'm a program director with the Great Lakes Commission. So my name is Warwick Vincent. I'm a biologist at Laval University in Quebec City, Canada. So my name is Nathalie Chèvre. I'm an ecotoxicologist. I'm lecturer at the University of Lausanne, and my main research topic is on the risk assessment of chemicals. I work with lakes, from the largest lakes in the world, like the Great Lakes, to fairly small ones. And I'm interested in pretty much anything that lives in lakes. Limnology begins in the field with observations of lakes. So we have many instruments that we can lower down into the water to measure temperature, to measure oxygen levels, to measure different other chemical properties of the lake. So all limnologists use different tools. One thing most of us have in common that do limnology on large lakes is boats. Some people use small boats, some people use very large boats. The boats I tend to use when we work on the Laurentian Great Lakes are tens of meters long, when we are able to go out and collect water samples and spend 1 to 2 weeks out on the lake. Of course, we're also very interested in the biology of the lake, so that involves using nets to bring up animal plankton, zooplankton, and fish. It involves taking other samples to measure the microscopic life in lakes. And then, back in the laboratory, there is a galaxy of different methods that we apply to those samples, all the way from looking at the samples underneath the microscope to using DNA techniques to really ask the question, what's there and what is it doing? The democratization of the tools of molecular biology, the ability of scientists, not in one institute, but many institutes, to be able to use DNA sequencing and RNA sequencing to study microbial communities, which is my interest, has been an amazing advance. We also have the opportunity to work with technologies that we may not understand ourselves. So I don't have to learn everything about genetics or chemistry or remote sensing. Instead, I can collaborate with people who understand those things very deeply. It is an exciting job. I love this job. It's a very exciting kind of work, yes. And every lake provides another set of surprises every day. I get paid to get up and think every morning. I've done other jobs and they're not as much fun. I get to go into work and discover new things. I can work with people who are incredibly intelligent and equally passionate about understanding how lakes work and protecting the environment.
I think one of the wonderful things about limnology is that it brings together specialists from different disciplines. We learn from each other, we can collaborate all together, and we look in the same direction, trying to have a better idea of what is the functioning of these lakes and what will be the future for these lakes. We need to talk across the continents, across the Atlantic, across the world, about how to best understand and how to best work with these large lake systems. We face so many environmental problems with climate change, pollution, that we have to work together to try to find a solution to get better data sets and to be able to analyze this data at a worldwide scale. But in order to make a real impact, we have to bring in other voices. We have to speak with environmental groups. We have to speak with business and industry associations, sometimes the general public, sometimes the media, because these are a shared resource. We all depend on these Great Lakes. 40 million people depend on the Great Lakes for their drinking water alone. Water is so critically important to us as in society as a source of drinking water, in terms of food, and in terms of transport, in terms of hydroelectric power, and in terms of just the well-being and the aesthetic opportunity of seeing a beautiful lake such as Lake Geneva. So we have conservation on one hand and use and development on the other. Together, that is sustainable development. I think lake water management is a great challenge in the future. In fact, they are impacted by anthropogenic activities like agriculture that release pesticides, nutrients, by wastewater that release pharmaceuticals, cosmetics in these lakes. But when you look at the common stressors like climate change and invasive species and pollution from what's happening up in the landscape, those are common to all of these lakes. So symposiums like this allow us to share not only the science, but also how we can use that science to develop solutions. So when we talk about water quality, it's very important, and we know that these ecosystems are threatened every day by pollution and now by global warming. So we can imagine that in the future, scientists will be very important, but also policymakers and managers to try all together to find the best solution for everyone to use these waters, to profit of these waters, and to enjoy these waters. Yes, so absolutely. Global change now affects everything we do. If we look at the projections for the end of this century, the changes in the Arctic, for example, are extraordinary. Even if we are able to hit the Paris Agreement, which we know is going to be tough, that 1.5 degrees Celsius at a global level translates into 3, 4, 5 degrees in the high latitudes. These are big changes. If we continue as business as usual, then we end up with plus 10, plus 12 degrees in the higher latitudes. That's a very different sort of planet, and clearly there will be a major influence on our lake ecosystems. And again, the influence on winter is especially critical to understand. We know that the winter months are extremely sensitive, particularly those lakes that are cold at the moment, particularly those lakes that are ice covered. We think that winter could be very important in terms of setting the scene for the development of algal blooms, toxic cyanobacteria in the future. I think that people are beginning to appreciate the need for quality fresh water and protecting our freshwater resources. And I think that scientists with all sorts of backgrounds are coming to this field to begin to help us understand how we can protect the environment and how we can best use and manage our water supplies. My job is concerned with making sure that science makes it into the hands of people who can use it to make decisions.
people who work to prevent pollution, to restore degraded areas around the large lakes from pollution, from overuse, and other stressors. If I had to sum up what I think about this conference, I'd say that limnology is complicated, and that we're learning from this conference that there's aspects of physics, aspects of chemistry, and aspects of biology that all come together to drive how lakes function, and that there's a really unique opportunity through these large international collaborations that we're seeing at this meeting to step forward and to be better stewards of our lakes in the future. This week has been a wonderful experience for all of us. I'm very proud of this community of scientists and thankful for the laboratory that have contributed to this symposium. I really hope we can continue to work together in the future. Thank you very much. It's going to continue to be a very important field. I don't see any end to that. Water is extremely important for humanity and human use, human well-being. Voilà, j'ai demandé aux invités de nous rejoindre ici pour s'installer et discuter ensemble et pour poursuivre donc les discussions après cette semaine de science autour des lacs. Voilà, alors je ne sais pas si on mettra plus de lumière dans la salle ou pas. Voilà, donc je vous invite à me rejoindre. Voilà, donc c'était déjà une première synthèse au fond des enjeux et des grandes questions qui entourent les lacs, ce qu'on a pu voir dans ce film à l'instant. La science, qui est donc évidemment au cœur de ces questions, avec toutes ces recherches qui sont menées et qui évidemment tentent de prendre en compte les nombreux enjeux liés à ces écosystèmes lacustres. Et cette table ronde donc, qui va durer à peu près 1h30 avec les invités, puis à l'issue de laquelle vous allez pouvoir vous-même poser vos questions à toutes les personnes qui sont présentes ici. N'hésitez pas à demander des précisions également, si le jargon est parfois un petit peu trop scientifique. On est là vraiment au contraire pour vulgariser et pour partager avec vous ce que les scientifiques se sont racontés. Donc c'est vraiment une opportunité à saisir. On aura des micros donc à vous proposer tout à l'heure. Donc je vais tout de suite vous présenter nos invités. Victoria Pebbels, vous êtes avec nous, on vous a vu dans ce film à plusieurs reprises. Vous êtes la directrice de programme à la commission donc, des Grands Lacs, où vous gérez des équipes multidisciplinaires qui sont chargées donc d'analyser, de résoudre les problèmes économiques et socio-économiques, notamment autour de l'énergie propre, le changement climatique et l'eau. Géraldine Pfliger, vous êtes à ma droite, vous êtes la présidente du SIAC, c'est le syndicat intercommunal d'aménagement du Chablais, vous êtes la directrice de l'Institut des sciences de l'environnement et vous avez une autre casquette puisque vous êtes maire de Saint-Gingolph et directrice de l'Institut de l'environnement à Genève. Jean-Marc Baudouin, vous êtes là, vous êtes le directeur du pôle écologie lacustre et vous êtes le représentant de l'Agence française pour la biodiversité. Vincent Chanudet, vous êtes vous ingénieur-chercheur au centre d'ingénierie hydraulique d'EDF au Bourget du Lac et vos thématiques de prédilection portent sur la qualité de l'eau, le cycle du carbone et les émissions de gaz à effet de serre des réservoirs. Jean-Marcel Doriot, vous êtes là. Vous êtes directeur de recherche à l'INRA autour des relations entre les écosystèmes terrestres et les écosystèmes aquatiques. Et vous travaillez au sein d'une unité mixte INRA, Université Savoie-Mont-Blanc. Jean-Bernard de la Chavanne, vous êtes professeur honoraire à l'Université de Genève et président de l'Association pour la sauvegarde du Léman. Et puis enfin, Gilles Mühlhauser, vous êtes biologiste écologue,
directeur général de l'eau à l'État de Genève et président actuel du comité opérationnel de la CIPEL, c'est la Commission internationale pour la protection des eaux du Léman. Voilà, les présentations sont faites. Vous avez donc des micros. On n'a que 2 micros pour l'ensemble des intervenants. Bon, on va se les partager, il ne devrait pas y avoir trop de problèmes. Les enjeux de la gouvernance, donc évidemment, c'est ce qui nous intéresse à l'issue de toutes ces discussions. Les avancées scientifiques, la gestion adaptative, autant de sujets dont on va parler ensemble. Est-ce qu'on pourrait commencer par une question toute simple, c'est d'essayer de définir ensemble ce que c'est que finalement un lac, un grand lac peut-être en particulier. La question est très simple, la réponse l'est-elle pour autant? Qui veut commencer? Jean-Marcel Doriot, par exemple? Allez, vous vous y collez, Jean-Marcel. Vous prenez le micro. Oui, alors un lac, c'est forcément un objet qui se situe dans un point bas du paysage et qui est rempli d'eau. L'eau, il séjourne relativement longtemps et du fait que c'est dans un point bas, ça a tendance à accumuler plein de choses qui viennent de son environnement. Et donc l'eau qui rentre dans le lac va se retrouver complètement transformée par le passage dans le lac, sous réserve que ce temps de passage soit suffisamment long, ce qui est le cas des grands lacs. C'est-à-dire que le lac est un transformateur, et on a eu quelqu'un qui nous a fait un très bon exposé pendant le colloque, en disant que c'est un transformateur avec une cheminée, parce qu'évidemment ça envoie des trucs dans l'atmosphère, et j'ajoute avec une cave, parce qu'il y a quand même des sédiments qui sont là en stock, et puis de la mémoire qui est dans la cave. Ouais. Voilà, c'est un peu comme ça que je verrais un grand lac. Bien. Un transformateur avec une cheminée et une D'accord. cave. On va parler des bassins versants aussi tout à l'heure. On peut le définir justement au cœur de cette définition, en dire un mot. Allez, Jean-Bernard Lassaval. Peut-être revenir sur cette notion de grandeur, de lac de grandeur. En fait, c'est très relatif. Et j'ai toujours en mémoire un schéma du traité de limnologie de Wetzel, où on voit les grandes surfaces d'eau intérieures. Et nous, quand on dit le Léman, le plus grand lac d'Europe centrale occidentale, ça nous donne une impression de grandeur. Si vous regardez cette figure, vous voyez que le Léman, c'est à peine, d'abord vous ne le trouvez pas, puis finalement c'est une toute petite virgule, évidemment, avec à côté du lac Baïkal qui a 13 700 km², ou des grands lacs lacs nord-américains, bah 245 000. Je crois que le lac, je sais pas, c'est le lac Ontario, à lui tout seul, 83 000 km². Donc on voit que cette notion est vraiment très relative. Et le Léman, c'est 580 km². Donc on voit, mais c'est un grand lac. Oui, c'est quand même un grand lac. Alors, on poursuit peut-être la définition, du point de vue des biologistes aussi, peut-être. Qui veut poursuivre? Juste rajouter un mot sur les... Ça, c'est les lacs globaux, le lac naturel plutôt. Moi, je suis plutôt du côté... donc, je travaille à EDF, au centre d'hydraulique, où on s'occupe des lacs de barrage. Je travaille sur les lacs de barrage, donc c'est un peu particulier. Je me retrouve dans la définition de Jean-Marcel, la plupart des points qu'il a soulignés sont exacts. La seule différence peut-être avec les lacs de barrage, c'est que les temps de séjour, donc le temps que met l'eau pour traverser le lac, ou autrement dit, par exemple, le temps si on vidait complètement le lac pour le re-remplir à nouveau, c'est grosso modo, vous me contredisez si je me trompe, mais une douzaine d'années sur le lac Léman. Moi, je travaille sur des réservoirs, donc des réservoirs de barrage, où pour des surfaces à peu près similaires, alors le volume un peu plus petit, mais pour des surfaces similaires, les temps de séjour sont moins d'1 an environ. Voilà. Donc c'est une différence. L'eau séjourne en général moins longtemps dans un réservoir, parce que les réservoirs sont faits pour stocker, et aussi pour déstocker de l'eau, puisqu'on l'utilise pour l'irrigation, pour l'eau potable, et aussi bien sûr pour l'hydroélectricité. Et c'est là peut-être la deuxième grande différence entre un lac naturel et un lac de barrage, c'est que là, sur les lacs de barrage, les exploitants, donc hydroélectrique, irrigation, ont les manettes pour gérer l'eau qui sort de ce réservoir. Et donc, en général, on déstocke le réservoir, et donc il peut marner, donc le niveau de l'eau peut varier plus qu'un lac naturel. Moi, c'est la différence que je ferai principale entre lac naturel et lac de barrage. C'est que vous avez des clés, en fait, c'est ça. Ouais, c'est ça. Jean-Marcel Doriot. Oui, quand même, on n'a pas dit vraiment pourquoi on s'intéressait aux grands lacs et qu'est-ce qu'ils avaient de particulier. En fait, les grands lacs, les petits lacs, ils sont facilement brassés par le moindre événement.
alors que les grands lacs, ils restent beaucoup plus facilement hétérogènes, aussi bien vers la profondeur que latéralement, etc. Les masses d'eau sont plus isolées, les stocks qui sont au fond sont plus difficilement remobilisés, et cette hydrodynamique crée aussi un grand nombre d'habitats qui sont spécifiques. Oui. Alors, Gilles Mühlhauser, pour compléter cette définition sur les lacs. Alors bon, je vais quitter mon domaine d'origine de la biologie pour partir sur un domaine plus politique, mais le lac est d'abord une masse d'eau douce. Quand on a entendu dans le film le petit pourcentage de masse d'eau douce disponible sur cette terre et le nombre de personnes qui vivent autour de ces lacs, vous voyez d'emblée l'enjeu qu'il y a, qui est énorme. Sur ce petit pourcentage, vous avez en général des territoires, donc c'est une masse d'eau délimitée, avec des collectivités territoriales qui vivent autour. Donc il y a tout un travail évidemment sur la manière de se répartir des fonctions qui sont multiples. On y reviendra probablement dans le débat. Je pense que les fonctions sont multiples parce que relativement plus accessibles que d'autres types d'écosystèmes. Donc ça pose ensuite des tas de compétitions sur les différentes fonctions de ces écosystèmes. On y reviendra peut-être plus tard. Et puis Victoria Peebles, j'ai évidemment envie de vous poser la question, puisque vous représentez aussi les grands lacs nord-américains qui sont extrêmement impressionnants et qui donnent vraiment cette impression d'être au bord de la mer quand on a l'occasion d'y être, plus qu'au bord de lac, justement. Qu'est-ce qui fait leur spécificité? Alors ces géants, ce sont vraiment les plus grands du monde, les lacs nord-américains ou pas? Oui, ça dépend. Lac supérieur, c'est la deuxième plus grande après Baïkal. Ouais. Et puis Michigan et Huron sont hydrologiquement un lac. Oui, c'est ça. Oui. Mais on parle comme ils sont des deux lacs. Alors, excusez-moi pour mon français, j'ai des difficultés un peu, mais non, je vais c'est très essayer. bien. On vous comprend parfaitement. Non. Et je trouve que les autres mots des autres panélistes sont vrais. Je suis d'accord avec les multiples utilisations des lacs. Ça peut être une forme de définition des grands lacs. C'est aussi la profondeur, parce qu'on peut voir le lac et aux surfaces, ça peut voir comme si c'est très très grand, mais peut-être c'est pas du tout profond. Alors moi, je m'occupe des lacs qui sont partagés par plusieurs juridictions, 2 pays, mais multiples des États sous-nationaux qui ont des autorités, qui ont des intérêts, soit hydrologiques, soit les barrages, soit le public, des récréations, des gens qui veulent sauter dedans, nager, et 48 millions de personnes qui voient l'eau. Et ça c'est uniquement une chose des lacs de l'eau douce, en comparaison avec les océans. Oui. Jean-Marcel, oui. Jean-Bernard Lachavanne. Oui, simplement pour revenir sur un mot évoqué au début qui est bassin versant. Oui. Ouais, voilà. Le lac, c'est un système, mais ce n'est pas juste la masse d'eau, dans laquelle d'ailleurs on ne peut pas vraiment séparer le littoral du pélagique, le pont du dessus. C'est un tout déjà en lui-même, avec un grand nombre de flux et d'interactions qui font qu'on ne peut pas modifier un point sans avoir une forte probabilité de changer quelque chose d'autre ailleurs ou plus globalement. Mais en même temps, on ne peut pas envisager le lac sans son bassin versant. Oui. Et on ne peut pas envisager le bassin versant sans les gens qui habitent dessus et sur lequel pèsent des contraintes particulières, parce qu'il faut qu'ils soient particulièrement vigilants à ne pas envoyer des flux ne pas envoyer des flux de polluants vers le lac. Et c'est sur eux que pèsent les contraintes liées à la bonne qualité du lac. Et on ne peut pas non plus exclure du lac, exclure du système lacus les usagers. Et ça, c'est une société plus large qui ne se restreint pas au bassin versant et qui tire des bénéfices de l'existence du lac. Et ça, c'est un point important, cette distinction entre le lieu géographique où pèsent plutôt les contraintes de développement et le lieu où on a les bénéfices de l'existence d'un lac de qualité. Et ça, c'est très important, Jean-Marc Baudouin, justement, l'aspect bassin versant, quand on prend en considération cette question des grands lacs. Oui, parce que c'est pas seulement en fait la vision du lac en lui-même. En fait, le lac, ça va être tous les cours d'eau qui vont arriver jusqu'au lac, les masses d'eau souterraines qui vont alimenter le lac. Et la qualité en fait de ces milieux-là ça va être très important pour la qualité du lac en lui-même. On ne peut pas
les dissocier pour comprendre comment ça fonctionne. Puis j'aurais rajouté aussi une petite chose là, sur la définition des lacs. Là, on a parlé beaucoup de choses aussi physiques, mais aussi un lac, c'est une zone qui concentre une importante biodiversité. Ce sont des milieux exceptionnels qui intéressent l'homme, mais aussi toutes les espèces qui y vivent. Et puis on se rend compte de plus en plus, on l'a vu à travers tout ce colloque, que ces espèces, elles jouent un rôle déterminant pour le fonctionnement du lac et puis tous les biens, tous les services qu'on va en tirer nous-mêmes, êtres humains. Ouais. Et tout le pari, c'est d'essayer de faire prendre conscience justement au public de ce qu'on ne voit pas, au fond, de tout ce qu'il y a dans ces eaux des lacs. Et ce sont des enjeux évidemment très très forts. Jean-Bernard Lachavanne, vous souhaitiez aussi intervenir. Ouais, je voulais juste reprendre cette notion de grandeur. Donc la grandeur, ça peut être une surface, mais c'est surtout un volume. Le volume, c'est une ressource. Et je pense qu'il faut bien distinguer les deux. Et concernant la profondeur, ça explique aussi le volume. Par exemple, le Léman, avec ses 309 mètres de profondeur maximale, c'est un écosystème qui obligatoirement va être stratifié en termes de température. Et les grands lacs, pour moi, c'est les lacs à partir desquels il y a un métallimnion, c'est-à-dire une transition forte des eaux réchauffées de surface et des eaux qui restent plus ou moins froides au cours de l'année. Ouais. Géraldine Fliguière, j'aimerais vous poser une question sur le lien justement des populations avec les lacs, parce que je pense que le public qui est venu ici est présent parce qu'il y a un attachement aussi particulier évidemment à ces écosystèmes. Est-ce que c'est quelque chose qui a évolué au cours des dernières décennies justement? Est-ce qu'il y a une prise de conscience particulière qui se fait sur les enjeux écologiques, sur le changement climatique, sur les pollutions? Bien, c'est vrai que le lac qu'on a sous les yeux et qu'on aime tant, et autour duquel on habite, il ne ressemble pas du tout, en tout cas dans l'esprit des gens, au lac qu'avaient sous les yeux nos grands-parents. Alors, peut-être pour le paysage et pour les beaux tableaux et les belles lumières, ça fait très longtemps qu'on a cet usage pour le contempler et s'en émerveiller. Et ensuite, il y a eu différents usages qui se sont sédimentés au fil du temps sur ces grands lacs et qui font qu'aujourd'hui, la gouvernance en est très complexe. On peut citer différents exemples, mais il y a encore peut-être 50 ou 60 ans, les usages en termes d'écosystèmes, tout ce qu'apporte la nature et sa biodiversité en termes de qualité étaient soit méconnus, soit, on va dire, quasiment hors de propos dans l'esprit des gens et des politiques. Aujourd'hui, ça devient un point central. La pêche, qui est un usage ancestral des lacs, est toujours l'objet de préoccupations majeures, justement en lien avec la qualité de l'eau. Et en fait, les lacs sont devenus des objets complexes par l'appréhension qu'on en a, par la vision qu'on en a, qui est beaucoup plus fine, multifacette, on vient bien de l'entendre ici autour de cette table ronde, que ce que pouvaient considérer les institutions il y a encore, et les gens il y a encore 50 ou 100 ans. Et c'est ce qui fait à la fois la richesse et puis le côté extrêmement ambitieux du défi et des défis qui sont devant nous. Alors Gilles Mühlhauser, justement, sur cette notion de protection des eaux, puisque c'est un sujet qui vous intéresse au premier chef. Il y a vraiment quelque chose aussi qui est de l'ordre de la prise de conscience, là, maintenant, des populations? Oui, alors je pense qu'il y a une prise de conscience qui va dans deux sens. C'est vrai qu'on a, en tant que Genevois, j'ai la chance d'habiter au bout d'un lac qui s'appelle Léman en français, Geneva en anglais. On voit que les gens vont de plus en plus à l'eau, si j'ose dire. On vit des périodes climatiquement de plus en plus difficiles. Donc le lac, il faut le dire, dans la définition, c'est aussi un tampon. C'est un tampon climatique. C'est aussi une odeur. Quand vous êtes à Genève, vous pouvez vivre le lac à 5 ou 6 km de distance, ou à Évian aussi. Vous ne le voyez pas forcément, mais vous le sentez, il est là. Donc les gens vont au lac aujourd'hui parce qu'ils savent que l'eau est de bonne qualité. Nos prédécesseurs, moi j'y étais pas, ont fait un super travail évidemment pour contenir ces questions de pollution, notamment avec le phosphore. Mais aujourd'hui, ce qui devient très difficile à expliquer, c'est que les gens ont le sentiment de l'eau pure. Vous regardez l'eau à Genève, vous voyez des magnifiques bancs coralliens ou coralligènes de moules zébrées, qui sont évidemment des invasives de l'époque, mais c'est assez beau à voir.
et vous n'arrivez pas encore à expliquer les pollutions qui vont arriver insidieusement ces prochaines années. Il y a des tas de choses invisibles qui se passent, où l'enjeu pédagogique, c'est de dire aux gens, OK, pour le moment, ça va bien, mais on ne va pas trop développer d'anxiété ce soir, mais il y aura des enjeux à relever, évidemment, demain. Donc, aller au lac, je pense que c'est une bonne chose, parce que la population s'approprie un usage visible, c'est une chose importante pour les sens et pour le politique, mais on va avoir, nous, les scientifiques ou les gestionnaires, des choses à expliquer qui ne sont pas visibles aujourd'hui. Ça, je pense que c'est un enjeu qui va devenir délicat. Et c'est compliqué de se projeter justement dans l'avenir et d'anticiper les choses. Jean-Marcel Doriot, parce que tout à l'heure on discutait ensemble et vous me disiez, mais il y a 50 ans ici dans la région, les gens n'aimaient pas beaucoup aller se baigner dans le lac. Il y avait une espèce de peur, mais qui était liée à des choses très précises. Oui, le lac n'avait pas une si bonne réputation qu'il a maintenant. Il était plutôt porteur de maladies. La pêche, c'était pas un métier très... c'était pas top, quoi. Voilà. Les gamins, ils allaient quand même bien se baigner au lac, bien sûr. On lavait le linge dedans. Et puis après, c'est assez normal que pendant longtemps, on a considéré qu'il était tellement grand qu'il ne pourrait jamais être pollué. C'est évident. Et maintenant, on a compris qu'on y était arrivé quand même. Ouais. Et il ne faut pas croire aussi, et ça, je crois que c'est peut-être un peu le danger qu'il y a actuellement, c'est de croire que parce qu'on a fait des stations d'épuration, on a tout réglé. Et non, ce n'est pas vrai, on n'a pas tout réglé, comme ça vient d'être dit. Premièrement, ça s'use, les stations d'épuration, comme les tuyaux qui collectent nos eaux usées, qui les amènent aux stations d'épuration, ils s'usent, il faut les changer, donc il y a du coût, et puis on n'inaugure pas les tuyaux, je ne crois pas, mais on devrait inaugurer aussi des tuyaux, pas que des stations d'épuration, quoi. Donc c'est peut-être pas facile à expliquer, à montrer, mais c'est quand même quelque chose d'important. À côté de ça, il y a effectivement toute l'organisation du paysage bassin versant qui est en train de changer. Et là, il y a des enjeux absolument énormes, puisqu'en fonction de l'organisation du paysage et de ce qu'on fait, on transfère plus ou moins les flux qui sont manipulés sur le bassin versant vers le lac. Et puis la troisième chose, et peut-être c'est le plus inquiétant, il y a à peu près 20 à 40 000 substances chimiques qui circulent dans nos commerces et qui sont validées au niveau européen. Et on sera incapable, bien entendu, d'évaluer qu'est-ce que ces multiples substances vont avoir comme impact sur le lac. La seule chose qu'on peut prévoir, c'est qu'on va avoir des problèmes. Mais est-ce qu'on retrouve 40 000 substances dans les lacs ou pas? Non, ça c'est l'inventaire qui est fait par REACH. On analyse déjà 200 à 400. Alors allez, dans les dernières analyses, il y avait 200 médicaments, 200 pesticides et micropolluants. Dans le Léman, qu'est-ce qu'on fait avec les résultats? Dans tous les lacs, on trouve à peu près la même chose. Dans le Léman en particulier, ou ça on le retrouve? Ça, c'était une étude faite dans le Léman. Je pense que c'était l'école polytechnique fédérale qui avait fait cette étude. Il y avait 400 substances analysées. Bon, on aurait pu en faire 5000. Les progrès analytiques sont tels qu'on peut tout analyser. Les progrès de l'informatique, tout mettre... Jean-Bernard Lachavanne. Oui, moi j'aimerais délivrer un message un peu plus optimiste. Si on regarde ce qui s'est passé dans le Léman, on voit que jusque dans les années 60, le Léman, enfin 50 plutôt, le Léman était dans un très bon état, très peu de phosphore dedans, etc. Ensuite, il y a eu une dégradation et il y a deux facteurs importants qui ont joué là-dedans. C'est l'utilisation d'engrais de synthèse par l'agriculture et c'est les tripolyphosphates introduits dans les lessive, dans les produits de lessive. Ça, c'est l'après-guerre, et on voit très bien que c'est ces deux facteurs qui ont généré une augmentation de la quantité de phosphore. Vous savez que c'est un élément clé de la production végétale dans les lacs. Et donc, ce phosphore, il faut savoir que dans les années 70, on atteignait à peu près 90 microgrammes par litre, et que actuellement, avant, il était à 10 microgrammes par litre. Et maintenant, on a réussi quand même, grâce aux stations d'épuration, grâce aussi à l'agriculture qui a pris un petit peu les choses en main, pas suffisamment bien sûr. Donc, on est maintenant à 20 microgrammes par litre. Et l'objectif, c'est d'avoir 10 à 15 microgrammes par litre. Moi, je ne crois pas beaucoup qu'on va atteindre cette concentration parce que le Léman a quand même un bassin versant avec plus d'1 million d'habitants, même 1,5 million, voire 2 millions. Donc, même si on traite dans les stations d'épuration, il y a toujours une partie qui traverse la station d'épuration et qui est rejetée dans les cours d'eau et dans le lac. Alors ça, c'était des années 70.
Et donc maintenant, on est dans une situation, je dirais, nous, on parle de success story de l'assainissement du Léman à la SL, parce qu'on a vu l'évolution, l'amélioration continue. Alors bon, maintenant, il y a eu beaucoup de progrès dans plein de domaines. Au début des années, c'était des années 70, il y avait le problème du mercure. J'avais vu que c'était les entreprises valaisannes qui déversaient jusqu'à 15 kilos par jour, le Rhône apportait 15 kilos de mercure par jour, alors on le retrouvait dans les sédiments, dans les poissons, à tel point que les services d'hygiène avaient recommandé aux pêcheurs de ne pas manger plus de 300 grammes de poissons par semaine. Donc c'était sérieux. C'était un petit peu la menace de la maladie Minamata, la fameuse qui avait fait tant de dégâts au Japon. Et donc là, maintenant, il y a des concentrations qui sont très basses, qui sont en tout cas suffisamment basses pour l'eau potable, la chair des poissons. Donc ça, je dirais les métaux lourds, en grande partie, on peut dire, c'est plus ou moins réglé. C'est jamais réglé définitivement, hein, mais ce qu'on constate maintenant. Et puis les pesticides, depuis 1972, pardon, on voit une nette diminution. Et par rapport aux valeurs limites admissibles, on est bien en dessous. Donc on va dans la bonne direction. Alors il y aura peut-être d'autres problèmes. C'est vrai que ces micropolluants, il y a aussi les microplastiques. On est en train de regarder maintenant d'un peu plus près. Donc il y a toujours des nouveaux problèmes à prendre en compte, à résoudre. Mais quand on voit ce que le lac était dans les années 70 et maintenant, l'eau est transparente. Bon, des fois, il y a des productions d'algues, c'est normal. C'est un lac, c'est pas une piscine. Mais là, je dois dire qu'il y a vraiment une réussite. Et cette réussite, c'est le partenariat entre le politique, qui vote les lois et accorde des crédits, des administrations publiques qui sont chargées de mettre en œuvre les programmes. Il y a aussi le monde agricole, on l'oublie souvent, industriel aussi. On voit, par exemple, pour le mercure, on a passé de 15 kilos par jour à quelques centaines de grammes par jour, ce qui montre bien que les entreprises ont pris le taureau par les cornes pour lutter contre cette pollution. Je vais m'arrêter parce que je suis un peu long. Géraldine Fliguer, justement, pour poursuivre sur ce thème, vous souhaitiez intervenir? Oui, c'est vrai que l'histoire du lac Léman et de l'augmentation, l'amélioration de la qualité de l'eau, elle a quelque chose de particulier qui est un bel exemple aussi international, qui est souvent cité, c'est que c'est la communauté scientifique et la société civile, ensemble, qui ont été quelque part des pionniers et des lanceurs d'alerte, mais très précoces, pour provoquer et pousser les politiques à innover. Et c'est vrai que, je suis bien placée pour le dire, parce que j'en suis une simple membre et pas une activiste, comme l'a été Jean-Bernard Lachavanne, et puis aussi tous les acteurs scientifiques qui sont là autour de cette table. Mais c'est vraiment la science, et ça c'est important de le dire ici, je crois, dans le cadre de ce colloque, qui, avec les acteurs de la société civile, qui ont fait bouger les lignes dans l'amélioration de la qualité de l'eau du Léman. Et maintenant, moi, ce qui m'inquiète le plus, finalement, alors je ne veux pas revenir sur une note pessimiste, mais c'est que, quelque part, comme politologue, il me semble que les défis qui sont devant nous sont quand même plus compliqués que ceux qui sont derrière nous. C'est-à-dire aller traiter avec des politiques publiques de la question des micropolluants, de toute l'incertitude autour des polluants, des nouveaux types de polluants plus ou moins diffus qu'il peut y avoir aussi dans la connaissance sur d'où ils viennent, comment les traiter, comment agir. C'est extrêmement préoccupant parce que là, on se dit, est-ce que, à nouveau, la société civile et la science sera capable d'accompagner et de pousser le politique à agir avec des instruments, des actions clés, comme on a pu le faire à travers toutes les actions entreprises sur les steppes et la réduction des pesticides il y a une quinzaine, une vingtaine, une trentaine d'années. Donc il y a un vrai pari là, justement, sur la compréhension au fond de ce qu'est aussi le lac. C'est un système ultra complexe quand même. C'est exactement ça, c'est vraiment une nouvelle frontière de la connaissance. Moi je dis souvent à mes collègues du département de physique qui se prêtent à étudier d'autres univers très lointains, que le lac est vraiment les lacs sont des nouvelles frontières de la connaissance. Il y a énormément de choses que l'on ne sait pas encore et où on a besoin de cette connaissance aussi pour ensuite
pouvoir engager des politiques performantes. Jean-Marcel Doriot et ensuite d'autres réactions. Oui, j'ai sûrement été trop pessimiste. Bon, je ne suis pas aussi pessimiste que ça. Hein, bon. Mais malgré tout, je me souviens très bien d'un article dans la revue La Recherche, 1990, consacré à l'eau, avec article dont l'auteur était Michel Mébec, qui a été président de l'Association internationale de limnologie et qui a fait sa thèse sur le lac Léman, etc. Enfin, pas sur le lac Léman, mais enfin, qui a travaillé au Centre de recherche géodynamique que peut-être certains connaissent. Et donc, pour illustrer le lac Léman et les grands lacs en général, il avait fait comme si le lac était un coureur qui avait une course d'obstacles à faire. Alors, il avait d'abord passé l'obstacle, une première haie qui était l'obstacle pollution microbienne. Après, il avait eu un deuxième obstacle à passer qui était eutrophisation. Après, le troisième, c'était mercure, micropolluant. Puis c'était marqué en 2000 points d'interrogation. Qui aurait pu prévoir qu'on allait avoir des problèmes avec les substances pharmaceutiques et les microplastiques, alors qu'il y a du plastique partout et des microbes partout? Le président actuel de la commission scientifique de la CIPEL est un pharmacien. Et on en a discuté l'autre jour. Il me disait, mais moi, c'est incroyable, moi, en tant que pharmacien, je n'avais jamais pu penser que les médicaments finiraient par nous poser un problème. Au début, on avait un problème de santé avec le Léman, et c'est maintenant le Léman qui a un problème avec la santé, quoi. C'est pas facile à prévoir. Donc, la vigilance... je ne sais pas comment on organise l'alerte et la vigilance, mais c'est un point clé. Gilles Mühlhauser. Ouais, moi j'aimerais juste témoigner du fait qu'il ne faut pas être trop pessimiste. Je pense qu'il y a une chose sur laquelle on a largement progressé, c'est évidemment la manière de profiter des savoirs scientifiques qu'on a accumulés. Je pense qu'en 30 ans, les métiers de l'environnement ont à peu près été capables de tout développer et d'être capables de tout faire aujourd'hui en termes de diagnostic, de remédiation, etc. La difficulté qu'on a, et je renforce encore ce que vient de dire Géraldine... Elle est politique ? Hein ? Elle est politique ? Non, elle est ressource. Hein ? Donc pour gérer durablement les ressources naturelles, on va avoir un problème de ressources financières et humaines. Si vous voulez maintenir une série statistique, et je pense que vous avez discuté de ça pendant ce colloque, je veux dire largement... Le politique a la responsabilité de donner la possibilité que la série statistique, qui est importante pour les scientifiques, puisse continuer à vivre. Et en parallèle, vous devez en développer de nouvelles. Et en fait, comme vous trouvez en général ce que vous cherchez, notamment grâce aux bécanes de chimie qu'on a aujourd'hui, qui sont capables de vous diagnostiquer les 40 000 substances qui existent, si vous voulez ignorer une substance ou que politiquement vous ne voulez pas voir qu'il y a un problème dans une filière, vous perdez 5 ans sur une série, ça ne vous donne pas la possibilité ensuite de remédier ou de trouver des mesures. Donc ce qui est positif par rapport à ce que dit Jean-Bernard, c'est qu'on sait faire. Quand on le veut, on peut, comme dit l'autre. Mais maintenant, pour nous, la difficulté, c'est de savoir comment est-ce qu'on fait pour maintenir l'ensemble du tableau de bord, typiquement à la CIPEL. Actuellement, on est en train de refaire le troisième plan d'action de la CIPEL 2021-2030. Alors la CIPEL, c'est la Commission internationale pour la protection des eaux du Léman. Elle est née au mois de novembre 1962, 11 jours après moi. Donc elle me doit le respect. Mais donc autant dire qu'aujourd'hui, j'ai la chance de présider, en fait, en tant que président du comité opérationnel, une institution noble qui a à peu près le même âge que moi. C'est quand même assez rigolo dans l'anecdote. Mais indépendamment de ça, donc le plan d'action, c'est ce qui permet aux parties prenantes, État du Valais, État de Vaud, État de Genève et Haute-Savoie du côté français, de déterminer ensemble quels sont les thèmes sur lesquels on continue à faire la surveillance scientifique, quels sont les thèmes sur lesquels on encourage les parties prenantes en fait, à être plus actifs. Et je pense que c'est une originalité de la CIPEL. Vous avez ce double système d'observation scientifique, de comité scientifique et de lien en fait, avec les gestionnaires politiques, qui je pense est assez original au niveau de la gouvernance, je dirais, transfrontalière ou des lacs binationaux, on va dire. Et j'insiste, on a les mêmes ressources depuis 20 ans, mais on doit inventer des nouvelles séries, répondre à des thématiques émergentes, et c'est là où effectivement il faut qu'on trouve des chemins ensemble. On va y arriver. Ouais. On va évidemment parler de la gouvernance avec vous dans un instant. Victoria Pebbels, j'avais envie aussi de vous interroger parce que vous étiez présente là toute cette semaine ici au Congrès. Est-ce que finalement les questions qui se posent ici, les grands enjeux autour des lacs ici, en tout cas dans la région, et les préoccupations sont exactement les mêmes aux États-Unis, au Canada, autour des Grands Lacs? Est-ce que finalement il y a une espèce d'universalité des problématiques là, sur ces systèmes lacs? Il y a beaucoup de problèmes qui sont universels.
le changement du climat, les algues puissantes et les espèces envahissantes. Oui. Et quoi d'autre? La pollution chimique et des médicaments, des pharmaceuticals. Ça, on voit ça partout dans les Grands Lacs. Alors, ça, c'est très commun. Je voulais parler d'une chose de scientifique parce qu'on parle de, comment vous dites, phosphore. Parce qu'il y a 30 ans, au Grand Lac aux États-Unis et en Canada, on a fait interdit, une loi d'interdire le phosphore dans le savon. Et après, les lacs ont retrouvé. On a improuvé, beaucoup improuvé. Et il y a quelques années, le problème des algues buissons, ça est revenu. Et on se disait pourquoi? On a eu une solution pendant des dizaines d'années, c'était bien, mais la science n'était pas complète. La science a suivi le phosphore qui était attaché aux sédiments. Et là, on vient d'apprendre que ce n'est pas seulement le phosphore qui est attaché aux sédiments, c'est le phosphore qui est dilué dans l'eau. Et là, ça a inspiré une nouvelle science d'eau. Et là, vous avez raison, les problèmes sont plus complexes, mais je crois que les sciences, ça peut trouver. Mais les ressources financières sont très, très importantes. Pour nous, on avait toujours demandé aux gens politiques, le Congrès, les agences fédérales, pour plus d'argent. Mais il y avait tellement de problèmes, il nous a dit, mais quel problème est-ce que vous voulez qu'on résolve? Mais parce qu'il y a tellement de problèmes. On avait un process pour parler avec le public, la société civile, les agences des gouvernements et autres voies pour développer un plan. Et on dit un grand plan, et après, on a reçu des ressources du gouvernement, et là, on fait du progrès. On peut voir que le progrès est substantif et plus vite qu'avant. Et est-ce qu'une ville comme Chicago, qui vraiment est au bord d'un grand lac, oui, c'est une ville justement où ces questions-là sont importantes, sont traitées? Est-ce que c'est vraiment quelque chose qui mobilise les habitants, par exemple, de Chicago? Oui, mais le Chicago, c'est un cas un peu différent parce que dans les années 1880, je sais pas, 1895 à peu près, la rivière qui passait par Chicago, qui bouleversait jusqu'à lac Michigan, était renversée pour que ça va jusqu'au Mississippi. Parce qu'on a déchets tellement dans le lac Michigan, ça posait des problèmes de santé. Alors là, on a un autre problème. On a les espèces envahissantes qui arrivent du Mississippi, qui posaient un risque au lac Michigan. Et là, on parle de séparer les ouvertures qu'on a fait il y a plus que 100 ans. Ouais. Donc on voit bien vraiment que tout ça est multifactoriel, extrêmement complexe. Jean-Marc Baudouin, c'est peut-être comme ça aussi qu'il faut prendre conscience aussi de ces lacs, avec une biodiversité évidemment très, très diverse, mais un système ultra complexe avec des paramètres qui sont aussi pour la science très compliqués à prendre en compte. Hein. Oui, effectivement, c'est très complexe. Ça a été rappelé d'ailleurs dans le petit reportage qu'on a vu tout à l'heure. Et aussi une chose qui a progressé, qui est un atout pour l'avenir, c'est ce qu'on a vu là aussi, c'est le fait de travailler ensemble et de mêler en fait les disciplines avec plutôt des physiciens, des chimistes, des biologistes qui travaillent tous ensemble pour essayer de résoudre ces problèmes.
Et aujourd'hui, c'est quelque chose qui est assez formidable, justement, cette communauté qui se met en place. Et aussi des nouvelles choses qui nous permettent aussi aujourd'hui d'aller plus vite. Par exemple, les avancées au niveau numérique, les données, qui peuvent être... On peut travailler aujourd'hui sur un grand jeu de données, ne plus être un scientifique dans son coin qui travaille sur son truc, mais de pouvoir partager et essayer de trouver des solutions ensemble. Vincent Chanudet, la question justement de la qualité de l'eau, elle est absolument centrale dans cette thématique des lacs. Oui, bien sûr, dans cette thématique des lacs, ouais. Sur les lacs naturels, ça va sans dire. Pour tous les usages, en ce qui concerne par exemple l'hydroélectricité, bon, c'est vrai que le fonctionnement d'une usine, un barrage hydroélectrique est moins sensible à la qualité d'eau directe, mais par contre on a d'autres activités EDF, donc par exemple sur le refroidissement des centrales nucléaires, sur lesquelles justement les problèmes de qualité d'eau en lien avec le changement climatique sont très importants. Si la température de l'eau augmente trop pendant les prochaines décennies, on risque d'avoir des difficultés pour refroidir ces centrales dans certains cas. Et donc voilà, c'est des questions vraiment, problèmes de qualité d'eau. Par contre, voilà, si on a moins de problèmes de qualité d'eau directement pour nos usages, je dirais, d'exploitants, l'usage technique, par contre, ça pose des gros problèmes sur les autres usages ou à l'aval de nos aménagements, à l'aval des barrages ou des usines, où là, pour le coup, il y a des très gros enjeux sur les aspects qualité d'eau. On y reviendra peut-être plus tard, mais les aménagements EDF ont été conçus à l'origine quasiment exclusivement pour faire de l'hydroélectricité, à part certains cas exceptionnels. Maintenant, je ne dis pas que c'est devenu l'exception de faire de l'hydroélectricité, mais en tout cas, sur grand nombre d'aménagements, il y a d'autres activités qui sont venues se greffer sur ces usages-là, notamment des activités récréatives, la baignade, l'irrigation, de l'eau potable, etc. Et c'est des usages, par contre, pour lesquels là, une bonne qualité d'eau est vraiment essentielle. Et c'est vrai que dès qu'on a des problèmes de qualité d'eau sur ces aménagements, on reviendra peut-être en détail sur la cyanobactérie, etc., on en discutera sédiments, les territoires qui, justement, profitent de ces plans d'eau pour des activités ludiques, ont fait parfois des investissements sur des zones de baignade, etc., sont un peu démunis et se tournent finalement se tournent en premier lieu vers l'exploitant EDF, parce qu'il est là depuis le barrage, donc il est bien intégré et tout le monde le connaît, donc on se tourne vers EDF en disant voilà, on a des problèmes de cyanobactéries, on a des problèmes d'oxygénation à l'aval, on a de l'eau rouge, des problèmes de boue rouge à l'aval des barrages, qu'est-ce que c'est, comment on fait, etc. etc. Et c'est là effectivement que je pense que la bonne communication entre ce qui a été un peu la ligne rouge, enfin la ligne directrice de ce colloque, notamment les sessions de ce matin qui étaient vraiment à cheval entre gestion, science, etc., prennent tout leur intérêt dans ce type de cas-là, et c'est pour le coup vraiment important. Alors Gilles Mühlhauser, justement, comment on fait pour précisément gérer la qualité de l'eau alors ? Comment ça se passe ? On a combien de temps pour répondre à cette question ? 2 minutes à peine. Non, je pense que évidemment, comme je l'ai dit tout à l'heure, les séries les surveillances sont absolument essentielles. Ça commence à poser d'ailleurs des tout petits problèmes de gouvernance aussi sur qui est responsable de surveiller quoi. C'est-à-dire que vous avez l'État qui joue un rôle important, je veux dire de part et d'autre de la frontière, mais de plus en plus les opérateurs qui gèrent la distribution de l'eau potable sont intéressés eux-mêmes de savoir en amont quels sont les processus et les dispositifs qu'ils doivent mettre en place pour garantir absolument à la population qu'il n'y aura pas, par exemple, de problème de micropolluants, doivent garantir à la sortie de l'épuration des eaux usées également un traitement quaternaire pour éviter certains micropolluants. Donc on voit qu'en France, la compétence évolue aussi. L'État en possède moins, les communautés territoriales locales en possèdent plus, en particulier. Donc ça veut dire typiquement quand vous avez une structure de gouvernance transfrontalière, pour le Genevois que je suis, je dois être en contact avec des tas de couches différentes pour gérer un problème comme la qualité, ou un enjeu plutôt qu'un problème. Donc parfois, je dois être en contact avec les communautés de communes, parfois avec la région, parfois avec effectivement le département, parfois avec l'État central, parfois avec les agences. Donc c'est assez compliqué, alors qu'en fait, du côté suisse, on a assez souvent
la possibilité d'être acteur à peu près à tous ces niveaux, pour autant qu'on ait encore un labo. Tous les cantons suisses n'ont pas un labo performant pour suivre des choses comme assez complexes, comme le glyphosate ou des choses comme ça. Tous les labos n'ont pas forcément développé ça au fur et à mesure. Mais donc, répondre à votre question en 3 minutes, c'est assez compliqué. La CIPEL essaie de se concentrer sur cette question de la qualité, mais comme ça a été dit par plusieurs intervenants précédents, quand vous avez 75% de l'apport du Léman qui provient du Valais, ce que vous édictez comme recommandation à la CIPEL, si elles ne sont pas suivies strictement par nos collègues valaisans, bah évidemment, ça peut poser des problèmes à l'opérateur qui distribue l'eau potable à Genève, par exemple. Voilà. Jean-Marc Baudouin, justement, Gilles Mulhauser évoquait les réseaux de surveillance. C'est absolument essentiel, ça, justement, sur cette question de la... Oui, c'est vrai, c'est vraiment essentiel. Puis le rôle de l'État est fondamental dans le soutien de ces réseaux. Alors notamment pour moi, je travaille pas sur un lac en particulier, mais au niveau national. Et du coup, c'est vraiment important d'avoir ces réseaux qui sont aussi des réseaux d'alerte et qui permettent aussi aux politiques de prendre des décisions. Et concrètement, c'est quoi d'ailleurs un réseau de surveillance alors c'est un ensemble de sites qui se veut essayer d'être représentatif de la diversité des milieux lacustres, par exemple, qu'on a en France, sur lesquels on va avoir un suivi plus approfondi qu'on l'a sur tous les lacs. On va choisir quelques lacs, on va faire des suivis approfondis, et de ces suivis, on va tirer des conclusions générales pour l'ensemble et puis essayer d'orienter les actions. Alors c'est aussi... tout à l'heure, on parlait des choses positives. Il y a aussi la société qui a bougé, la prise de conscience sociétale qui joue un rôle fondamental dans tout ça. Donc là, avec tous les gens ici présents ce soir, et il y a quand même des choses qui bougent. Déjà, juste mon établissement. Alors, je suis dans un établissement, c'est l'Agence française pour la biodiversité. Il y a encore pas longtemps, je pense qu'il n'y aurait pas eu ce type d'organisation. C'est un établissement public qui essaye de conseiller justement le ministère dans ses orientations. Et ces réseaux vont être fondamentaux. Le lien avec les scientifiques va être fondamental. Donc, par exemple, aussi quelque chose d'original. Nous, on est un pôle qui rassemble un établissement public avec des chercheurs pour essayer d'accélérer ce passage entre des connaissances qui mettaient parfois 10 ans pour arriver aux aspects appliqués, et essayer d'accélérer tout ça. Et je vois tous les jours que ça bouge. Et là, d'ailleurs, normalement, dès l'année prochaine, on va se regrouper avec encore plus de scientifiques, avec les collègues de l'INRA, pour être encore plus puissants dans ces orientations. Donc évidemment, ça c'est un axe essentiel, hein, aussi sur la connaissance, évidemment, liée aux recherches scientifiques. Alors, d'autres réactions, Jean-Marcel Doriot, puis après, je passerai la parole à Vincent Chanudet. Oui, il y a un programme de recherche qui s'appelle Lac Sentinelle. C'est-à-dire qu'il faut bien voir que le lac, c'est une sentinelle de notre environnement, parce que du fait de ses propriétés d'accumulation, de bioaccumulation, etc., quand il y a quelque chose qui ne va pas dans le lac, il faut bien se dire que ça ne va pas dans notre environnement à nous. Peut-être même que les mêmes produits, on les retrouverait probablement dans notre sang, dans nos cheveux ou dans nos dents. Probablement. Et donc, ça, c'est une fonction importante d'alerte que nous donne le lac. Et je crois que la fonction d'alerte, c'est quelque chose qu'il faut absolument réussir à améliorer, parce que l'alerte, elle doit aller au-delà du lac. Elle doit être préventive, et on doit s'interroger sur le genre de produits qui rentrent et qui circulent dans l'environnement, dans notre environnement, avant qu'on les détecte dans le lac et qu'on se dise « mince, ça pose un problème ». Parce que jusqu'à maintenant, on a juste toujours attendu que le problème soit posé pour se rendre compte qu'il existait. Ouais. Et maintenant, il faut qu'on arrive à les anticiper. C'est ça la complexité. Ouais. Et on n'arrive pas à le faire encore, alors, suffisamment ? Eh ben, je ne sais pas comment il faut faire. Pas de, voilà. Ouais. Donc ça, c'est un vrai enjeu aussi. C'est un vrai challenge pour les scientifiques. De science. Hein. Ouais, pour aller bien en amont, effectivement. Vincent Chanudet. Oui, pour rebondir sur les deux dernières interventions, notamment celle de Jean-Marc sur les réseaux de suivi, effectivement, c'est quelque chose qui est vraiment essentiel pour comprendre comment fonctionnent les lacs, naturels ou artificiels. Voilà, quelque chose qu'on voit, on mesure ce qui rentre et on mesure ce qui sort. Par contre, je pense que c'est vraiment pas suffisant et qu'il faut vraiment poursuivre la recherche dans le sens. Il y avait une présentation très intéressante cette semaine-là, je ne sais plus quand, sur un lac chinois, je crois.
qui était fortement eutrophisé, c'est-à-dire qu'il y avait beaucoup d'algues, l'eau était relativement verte, etc. Un développement de cyanobactéries, donc des algues pas forcément très, très sympas, etc. Et donc il y avait toute une présentation, et notamment après, à la fin, sur la conclusion était sur les perspectives. Quelles étaient les perspectives? Et j'ai trouvé ça un peu pessimiste pour le coup, en disant que, bon, quoi qu'on fasse comme effort pour réduire le... Alors c'était un lac particulier, hein, c'est pas généralisable partout, mais quoi qu'on fasse pour réduire le phosphore en entrée, donc du bassin versant qui rentre dans le lac, on a tellement un héritage important de phosphore dans les sédiments que finalement ce phosphore, pendant encore, même si on coupe complètement les arrivées de phosphore, donc de matière nutritive, aujourd'hui, on va encore avoir pendant des années ou des dizaines d'années, j'en sais rien, du relargage de phosphore par ces sédiments, et du coup les efforts qui sont faits sur le bassin versant sont en quelque sorte atténués, voilà, par ce relargage, par cet héritage. Et la question de savoir justement, donc pour les scientifiques, de savoir c'est quoi cet héritage, de combien de temps on va disposer, est-ce qu'il y a des solutions, j'en sais rien, pour limiter ces relargages, etc., peuvent vraiment aider les gestionnaires sur, pour le coup, essayer de prévoir à plus long terme, même je sais que ce n'est pas facile, mais à prévoir à plus long terme une amélioration qui ne va pas se faire uniquement au moment où on va fermer les vannes du bassin versant, entre guillemets. Allez, Jean-Bernard Lachavanne et puis ensuite Géraldine Fliguer pour les questions de gouvernance aussi, parce que c'est intéressant à aborder à l'occasion de ce débat. On vous entend, oui. Mettez bien le micro. J'ai délivré un message plutôt positif qui montrait que grâce aux mesures prises, on a une amélioration de l'état du lac. Mais j'aimerais juste vous dire un petit peu ma principale préoccupation pour le futur. En fait, pour moi, le principal enjeu va être lié au réchauffement climatique et ses conséquences sur le brassage des eaux. Vous savez très bien que l'apport en oxygène dans les eaux profondes du lac dépend des brassages hivernaux stimulés par les vents. Et c'est sûr que si on avait déjà enregistré des situations où vous avez 0 mg d'oxygène dissous au fond, et là, on risque d'avoir une anoxie permanente, avec des conséquences sur l'écosystème qu'on mesure mal maintenant, mais pour moi, c'est le principal enjeu pour le futur du Léman et des lacs en général. Est-ce que tout le monde est d'accord là-dessus ? C'est vraiment la question qui prime aujourd'hui, la question climatique. Géraldine Fliguer, pour vous entendre justement. Oui, alors pour parler de gouvernance et de changement climatique, effectivement, à l'heure actuelle, je crois qu'on commence juste à se rendre compte des impacts du changement climatique sur les lacs. Alors, professeur Lachavanne, mon collègue, en a parlé pour les impacts sur la qualité, mais ce qui est tout à fait préoccupant aussi, c'est les impacts sur les débits, la quantité et la saisonnalité, et les effets de rétroaction que ces changements de débit ont eux-mêmes sur la qualité. Traduction. Eh bien, sur les quantités, on observe sur certains lacs, petits lacs, pas très loin d'ici, à Annecy, des niveaux d'étiage rarement atteints, qui maintenant entravent assez gravement certains usages et qui ont des impacts sur la qualité de l'eau. On a plus largement, je vais vous donner un exemple aussi, on a réalisé une étude sur la gouvernance du Léman et du Rhône franco-suisse, où on a essayé de mesurer comment contribue le Léman à l'aval de Lyon au débit du Rhône en été. On a travaillé avec politologues et des climatologues, avec des collègues de l'Université de Genève, et on a mesuré. Ça a été une sacrée découverte. Gilles, d'ailleurs, était dans la salle quand on a montré cela, qu'à l'heure actuelle, le débit du Rhône à l'aval de Valence, en été, 50% vient du lac Léman. Si demain, les débits eux-mêmes du lac Léman doivent être, en aval de Genève, doivent être, on va dire, retenus parce qu'il faut maintenir le niveau du lac, il faut qu'on ait quand même aussi de l'eau aussi sur le Léman et on ne peut pas tout envoyer en bas. C'est toute la chaîne du lac jusqu'à la Méditerranée qui va être impactée. Et aujourd'hui, la CIPEL, qui est un magnifique exemple, n'a pas le droit de traiter de quantité et de débit d'eau dans le Léman. Voyez ? Pourquoi ? Parce que ça ne fait pas partie de son mandat, alors que ça devient un enjeu crucial. Et c'est bien ce qu'on a montré, c'est que
La CIPEL a été et reste un organisme pionnier pour parler de la qualité du Léman, mais sur la quantité qui va devenir et qui devient déjà aujourd'hui, vous avez arrêté un réacteur nucléaire au Bugey, non ? Non, au Bugey, la centrale nucléaire, vous avez mis en pause en ce moment, il y a un... Parce que visiblement, je pense qu'il n'y a pas assez d'eau qui peut vous être envoyée depuis le lac Léman, on est d'accord ? C'était au mois d'août. Avec un micro, Vincent. Ouais, je ne suis pas trop au courant sur les aspects nucléaires, mais c'était au mois d'août, non ? Il y a eu je crois qu'au mois d'août, parce qu'il y avait... Et c'est pas la première fois. C'est arrivé aussi au printemps 2011, qui a été un moment de crise d'ailleurs entre la Suisse et la France, parce qu'aujourd'hui, on ne traite pas de la question des quantités. Et ça, c'est pas seulement vrai pour le lac Léman. Et alors qu'elle est absolument cruciale. Hein. Ouais. Et je pense que là, en termes de gouvernance, on a vraiment un changement d'échelle à faire rapidement, parce que le changement climatique va nous mettre, sinon, dans des niveaux de crise politique jamais connus jusqu'alors. Ouais. Alors, oui, il y a beaucoup de réactions, évidemment. Gilles Mühlhauser et puis Jean-Marcel Doriot, ensuite. Oui, moi, en termes de gouvernance, je reviens à ce que j'ai déjà évoqué tout à l'heure. La difficulté qu'on va avoir, c'est qu'on a des histoires à succès qui fait que quand pendant 20 ans, 30 ans, vous avez une situation qui s'améliore, elle quitte l'agenda politique, elle quitte l'agenda de l'intérêt que les gens portent, évidemment, à quelque chose qui va mieux. Et tant que vous avez quelque chose qui se prépare insidieusement de manière invisible, vous devriez trouver, les scientifiques et nous, une pédagogie pour l'annoncer, comme ça a été bien dit tout à l'heure, en termes d'alerte. Mais pour que l'alerte ne soit pas anxiogène, vous faites comment, hein ? Ça, c'est un des gros enjeux actuels. Donc, je pense qu'il y a quelque chose à faire, notamment, je fais un appel aussi aux médias. Vous avez un rôle à jouer en termes de narration, c'est-à-dire faut, à mon avis, être capable de commencer à raconter une histoire qui ne cache pas la vérité, qui dit il y a quelque chose qui se prépare, et essayer d'augmenter la résilience, je dirais, de tout le monde, c'est-à-dire de la société civile, des scientifiques, des politiques. Ça, c'est vraiment un travail à faire avec les scientifiques, parce que pour le coup, le discours, c'est un énorme travail. Et l'histoire de la qualité ou de la quantité, c'est la même quelque part. Hein. On a souvent séparé, tu t'occupes pas de qualité, tu t'occupes pas de quantité. Il y a une instance qui s'occupe de l'un, une autre instance qui s'occupe de l'autre. La gestion sédimentaire, c'est encore une troisième instance. Enfin, on a, je crois, dans la gouvernance transfrontalière franco-suisse, 30 instances qui travaillent. Alors qu'au Québec, c'est impossible de séparer les choses, au fond. Hein. Et il y a des interactions. La quantité, c'est typique. Un lac alpin, enfin je relisais ce que vous avez fait comme magnifique livre, les lacs alpins en 80 questions, là tous, moi j'y ai pas participé en son temps. Je pense que les gens n'imaginent pas aujourd'hui, alors qu'on est proche des glaciers, qu'on est proche de sources qui continuent à alimenter régulièrement, qu'on va être dans 10 ans dans le même problème que le bassin de la Garonne, qui aujourd'hui a 20% de déficit hydrique et ne sait pas comment il va nourrir ces populations de Toulouse, de Bordeaux et autres. Et on se pose la question pour les cultures, si on ne doit pas commencer à arroser certaines cultures qui n'avaient pas besoin d'eau à l'époque. Ça, en Aquitaine, hein, en particulier, voilà. C'est ça. Donc, je ne sais pas si on va avoir ces problèmes-là dans 10 ans, dans 20 ans, dans 30 ans, j'en sais rien. Mais évidemment que si c'est dans 30 ans, moi, je peux dire, bon, je ne vais pas trop avertir mon politique. Mais à mon avis, les signes avant-coureurs sont là. Et puis certains usages, comme l'utilisation thermique du lac, refroidir des quartiers, justement, avec le lac en été, réchauffer des immeubles avec le lac en hiver parce qu'il est plus chaud évidemment que l'air ambiant, va peut-être aussi augmenter évidemment des variations thermiques. Peut-être elles sont insignifiantes aujourd'hui, mais il faut qu'on soit conscient de ça. Juste pour vous dire, on est face à un challenge pédagogique tout autant que scientifique à mon avis. Et quand est-ce que vous sortez l'information et comment vous la racontez? Mais les scientifiques, ils l'ont l'information, Jean-Marcel Doriot, ils l'ont. Je ne sais pas comment on la distribue au public, mais là, on a trop dit qu'on avait restauré le lac Léman. Je pense que c'est ça le problème. En fait, on ne l'a pas restauré, on a réhabilité des usages, et heureusement que c'est comme ça. Mais on n'a pas retrouvé le lac Léman d'avant. Il a changé entre-temps, il a déjà vieilli. Les espèces ont un peu évolué, il y a un stock de polluants au fond qui peut-être ne demande pas grand-chose pour repartir à cause de cet arrêt de brassage du lac et d'oxygénation du fond du lac. Donc on a quand même insisté. Le Léman, on a maintenant affaire à un convalescent, définitivement convalescent, parce qu'il a eu trop de maladies successives. Et c'est donc un grand convalescent et il est donc très sensible
à tout ce qui va arriver comme changement plus ou moins maîtrisé. Et je ne sais pas comment on délivre ce message, mais il ne faut pas avoir un message non plus trop démobilisateur, mais en même temps, il ne faut pas non plus masquer la réalité. Le problème, c'est que la chronologie des politiques n'est pas la même que la chronologie d'un écosystème, par exemple, évidemment. Ah oui, politique, je ne sais pas, ça n'a pas les mêmes pas de temps, ni les mêmes pas d'espace, ça c'est sûr. Victoria Pebes, sur le réchauffement climatique. Alors, question cruciale, hein, évidemment, autour de ces enjeux. C'est une question qui est très discutée aux États-Unis, avec évidemment votre président américain qui ne semble pas très sensible à cette question-là. Comment on travaille justement dans un contexte comme ça aux États-Unis? Le changement du climat. Ouais. Oui, c'est un gros problème, et même que notre président ne croit pas. Il y a beaucoup de gens, la plupart de la population des États-Unis croient que c'est un grand problème. Il y a des gouverneurs des États sous-nationaux qui font des politiques en combattant le changement du climat. Il y a des villages, des maires, des mairies et des citoyens. Bon, il y a beaucoup de mouvements sous-nationaux pour combattre le changement du climat, parce que ça a des implications sur tout l'écosystème. Et c'est comme une parapluie, ça couvre tout. Alors, il faut combattre le changement du climat pour que les écosystèmes puissent s'améliorer. Alors, Vincent Chanudet. Oui, juste aussi pour rajouter un mot sur le changement climatique. C'est vrai que nous, côté EDF, finalement, la quantité d'eau qui arrive à nos réservoirs, c'est notre fonds de commerce, entre guillemets. C'est-à-dire que si il arrive demain ou après-demain, j'en sais rien, 20% d'eau en moins, ça va poser des problèmes au niveau EDF, c'est une chose. Bon, ok, c'est une chose, mais au niveau finalement de la France tout entière, au niveau électrique. Donc nous aussi, on regarde à l'échelle du bassin versant entier ce que peuvent donner les prédictions long terme, à la fois en termes de ressources donc quantitatives, de combien vont baisser les débits, etc., et qualitatives, notamment sur les aspects thermiques. Et effectivement, je rejoins ce qui a été dit. Sur certains bassins, on va vers des baisses assez importantes, notamment sur le bassin effectivement à Dour-Garonne, où déjà nos réservoirs sont utilisés. On a des conventions avec les agences, etc., pour faire du soutien d'étiage en été, parce que les débits ont déjà commencé sérieusement à diminuer par rapport aux moyennes qu'on va observer jusqu'à présent, quoi. Géraldine Flieger, comment on communique avec la population sur une question comme ça qui est quand même cruciale, hein, le stress hydrique, par exemple, ces baisses de quantité d'eau qui, vraiment, quand on se projette, font assez peur quand même. Enfin, les chiffres sont impressionnants, et c'est l'accélération du processus aussi qui est assez inquiétant finalement. Oui, alors bon, c'est vrai qu'il faut... je crois que maintenant, aujourd'hui, avec les différents étés qu'on a passés ces 10 dernières années, c'est une évidence qu'il y a quelque chose qui se passe et que le changement climatique et ses impacts va vite et est une évidence pour tout le monde. Et maintenant, la question, je pense, pour pas que ça reste une angoisse, et ça, c'est qu'effectivement, il faut qu'on arrive collectivement, et là, c'est tant le rôle de la science que du politique, à assez vite concevoir les outils pour transformer cette angoisse en action. Et je dirais que, pour l'instant, les institutions ne sont pas prêtes à le faire, et c'est vraiment... et je pense qu'il y a un vrai rôle des médias. Je rejoins tout à fait ce qu'a dit Gilles Mulhauser pour montrer, pour expliquer très clairement le besoin d'intervention et ensuite comment on peut le concrétiser dans les actes, dans les politiques publiques, ce que ça va nécessiter. Pour l'instant, les gens, ils voient surtout les restrictions d'eau, mais il faut passer à une autre dimension, et sans doute aussi modifier la façon dont on gouverne globalement l'eau et les lacs. Vous prenez le lac Léman aujourd'hui, la CIPEL, y siègent par exemple les États, l'État de Genève, l'État de Vaud, l'État du Valais, l'État français, mais il n'y a pas d'acteur local. Les communes, elles peuvent de temps en temps lire les rapports de la CIPEL, mais elles n'y vont pas
parce qu'elles n'y sont pas conviées. Elles n'ont même pas le droit de rentrer dans la salle, alors que ce sont des acteurs clés. C'est vrai ce que je dis. C'est vrai, Gilles. Tu le sais. Non, on n'a pas le droit. Et en même temps, c'est bien les communes et leurs communautés de communes qui vont devoir faire les investissements nécessaires en amont, justement, pour s'assurer qu'on prélève pas trop, les investissements nécessaires pour s'assurer que notre épuration soit toujours de plus en plus efficace. On voit qu'il y en a vraiment besoin. Voilà, l'accès au lac est largement réglementé ou encadré par les politiques des communes. Et malgré tout, on voit que pour nous, moi je le dis comme maire, le lac, c'est un objet que je regarde, que j'aime, mais auquel que je ne touche pas. C'est l'État, c'est une préfecture qui rend ensuite, qui se rend négocier. Et il y a toute une série d'usagers qui sont totalement exclus de la gouvernance, et au premier rang desquels les politiques locaux, hein, il faut le dire. Et c'est pas que dans le lac Léman, c'est le cas sur toute une série de grands lacs, qui restent pour le coup l'apanage d'un petit club de décideurs, alors que c'est le moment ou jamais d'ouvrir très fortement la gouvernance, la discussion, pour avoir une cohérence de toutes ces politiques. Et comment on fait participer la population alors aussi? Parce qu'il ne faut quand même pas les oublier. Alors justement, je pense que je l'avais dit tout à l'heure, et l'exemple de l'ASL est pionnier. On avait commencé... Alors, il faut dire ce que c'est. Hein. L'association de sauvegarde du Léman, qui est ici représentée par son fondateur, hein, et qui a justement joué ce réseau. Alors tu parlais, Jean-Marcel, de lac sentinelle, mais là de veille, de sentinelle, de citoyens et d'usagers qui ont fait tout un travail aux côtés du scientifique, de collecte d'informations, de sensibilisation. Je pense qu'il faut rendre les usagers acteurs. Il y a une opération, hein, très concrètement, pour... Il y a eu plusieurs opérations. Pour la rivière propre, c'est ça, c'était le nom, entre autres, d'une des opérations. Tout à fait. Et il y a encore beaucoup de choses à inventer et l'ASL a ouvert la voie. Il y a beaucoup de choses à inventer, à reproduire dans d'autres lacs dans le monde. Aujourd'hui, avec les smartphones, on peut faire aux gens de la science participative, exactement, qui permet non seulement de pouvoir porter un discours et avoir une prise de conscience environnementale, mais de s'impliquer aussi dans le devenir de nos lacs. Et de collecter des informations. Exactement. Jean-Bernard Lachavanne, et puis ensuite on va vous laisser la parole dans le public, donc préparez vos questions, parce qu'on aura 20 minutes pour discuter, ça va passer très vite. 2 mots sur l'ASL, parce que c'est effectivement une démarche assez originale. On l'a créée en 1980, donc on va fêter les 40 ans en 2020. Et ce qu'on a fait au début, c'était vraiment des scientifiques qui avaient des connaissances concernant le lac. Et en fait, on a créé un comité avec des représentants non seulement de la science, mais aussi il y avait un maire, il y avait un avocat, dans le comité, on a fait attention d'avoir une grande diversité de fonctions et aussi d'avoir des gens qui proviennent des 5 entités, Valais, Vaud, Genève, Haute-Savoie et département de l'Ain. Et ça nous a permis de faire avancer nos idées. Alors au début, comme on n'avait pas d'argent du tout, ce qu'on a fait, on a créé des groupes de travail de spécialistes qui traitaient chaque type de pollution. Et puis, sur cette base-là, on rédigeait un rapport, etc. Et ensuite, on donnait une conférence de presse. Et c'est ce qui nous a donné tout de suite du crédit, parce qu'il y avait des scientifiques. Et au début, on nous a proposé de faire participer plutôt les associations de protection de l'environnement. Mais à l'époque, c'était un petit peu le genre des yaka faire ça. Et souvent, ils faisaient des propositions avec des contre-valeurs derrière. Donc nous, on a décidé de créer cette association consacrée à un objet. Et là, on a toutes les thématiques, comme on vient de le voir, à prendre en compte. Allez, Gilles Mulhauser et Jean-Michel Doriot, Jean-Marcel décidément, pour terminer ensuite les questions du public. Ouais, moi j'aimerais souligner ce qui a été dit. Je pense que le rôle associatif, il est encore très important à jouer. La thématique des plastiques, par exemple, je pense qu'au niveau institutionnel, on n'en a pas pris assez la mesure, alors qu'il y a plein de volontaires qui font partout des nettoyages, des décomptes qui sont de plus en plus standardisés et autres. Donc c'est vrai que ça, c'est très important. Comme on ne peut pas se battre en parallèle sur tous les fronts, le monde associatif a des tas de choses à nous montrer en termes d'alerte. Et puis, deuxième élément que je voulais évoquer pour souligner ce qu'a dit Géraldine avant, c'est vrai que je ne sais pas si tout le monde est conscient, il n'y a pas d'ouverture sur le Léman. Pourtant,
il fait théoriquement partie des négociations. Actuellement, on a les pêcheurs genevois qui se plaignent qu'on n'a plus assez d'eau l'été dans les rivières et que les poissons sont agonisants. D'où viennent les rivières? Elles viennent de l'Ain en grande partie. Et aujourd'hui, les maires ou les communautés de communes se posent la question, est-ce qu'on ne ferait pas mieux d'alimenter en eau potable par le Léman, le Pays Gex, et puis de laisser en fait les captages d'eau dans les rivières pour avoir au moins des débits biologiques minimaux. En tant que biologiste, quand je suis arrivé dans cette thématique il y a une dizaine d'années, je trouvais ça très jardin japonais, je trouvais ça très artificiel comme idée. Et aujourd'hui, évidemment, il va falloir qu'on fasse ce genre d'arbitrage. Et il va falloir organiser la gouvernance pour que ce genre d'arbitrage se traduise sur le terrain par des choses concrètes que les mairies, les communautés de communes pourront faire et répondre à leurs citoyens. Jean-Marcel Doriot, allez. Moi, j'ai juste une chose dont on n'a pas parlé, c'est qu'on a besoin de la science, effectivement. Entre parenthèses, l'alerte, elle a été aussi donnée par des professionnels du lac. C'est-à-dire ceux qui en fait nagent dedans, ceux qui pêchent dedans. Bon, ils ont participé aux alertes du passé. Donc c'est important, oui. Les pêcheurs, c'est important, évidemment. Et la deuxième idée, c'est comment cette science, on va la mobiliser, notre science académique. Parce qu'il ne faut pas croire que c'est si facile que ça. Et comment on va intéresser les scientifiques à la gestion, à contribuer à la gestion, comment on va leur dire que c'est aussi un sujet dans lequel on peut observer des choses et tirer un certain nombre d'enseignements ou d'hypothèses qui peuvent être travaillées différemment. Moi, j'ai un collègue qui disait toujours gérer, on dit en général connaître pour gérer, mais c'est gérer pour connaître aussi. Hein. Je veux dire, en médecine, on a des approches cliniques. Suivre ce qui se passe pour les gestionnaires, c'est exactement l'équivalent de l'approche clinique des médecins. Bon, mais on reste avec cette idée de complexité quand même à l'issue de cette discussion. Allez, on va passer le dernier quart d'heure à discuter ensemble. Il y a des questions déjà dans la salle. Je vois un monsieur au fond. Ben voilà, allez-y. Bonsoir monsieur, madame ensuite. Oui, bonsoir monsieur. On va essayer de poser des questions pas trop longues, s'il vous plaît, pour que le maximum de personnes puissent intervenir. Merci. Je viens de la région annécienne, et puis à Annecy, il y a eu donc une station d'épuration du lac, mais qui se trouve à Laval. Sur le Léman, a priori, vous n'avez pas cette chance. Donc, effectivement, les eaux sont moins épurées. Et puis, une steppe laisse passer beaucoup de choses qui y rentrent. Et est-ce qu'on ne devrait pas, à terme, donc finalement, pour s'en tirer, n'utiliser que des produits, des agents biodégradables? Ce qui serait quand même une solution relativement évidente, sans aller vers de la biologie à tout crin, mais qu'au moins, on ait une chance que les polluants puissent se dégrader dans les steppes et qu'on rejette une eau un peu plus pure. Et ça suppose de toucher, bon, les médicaments certes, mais les cosmétiques, tous les agents de nettoyage. Qui veut répondre? Allez. Je pense qu'il y a quand même du bon sens dans ce que vous dites, évidemment, mais on peut pas éviter des stations d'épuration, un système d'épuration d'eau, ne serait-ce qu'il y a des produits qui, de toute façon, sont pas biodégradables. Ça n'a pas de sens, la biodégradabilité. Par exemple, le phosphore, vous ne pouvez pas le biodégrader. Il faut l'arrêter quelque part. Et pour l'arrêter, il faut un filtre. Ça peut être le sol, ça peut être une station d'épuration. Alors, si vous pensez aux micropolluants, oui, évidemment, on peut améliorer la situation en ayant des choses biodégradables. Gilles Mühlhauser. Ouais, comment dire, on peut avoir toute la technicité qu'on veut, toute la science qu'on veut. Nous, on se rend compte d'une chose dans les institutions territoriales, c'est qu'on est obligé de relancer des campagnes sur les gestes de base des citoyens. Parce que si on n'a pas le dispositif complet, je veux dire, on met en place des technicités qui sont, isolées, on va dire. Donc, le 4e traitement dans les stations d'épuration en Suisse, puisqu'on a décidé de lutter contre les micropolluants à Laval, ne pourra être d'autant plus efficace que si on rappelle aux gens que de ne pas lancer des mégots, de ne pas lancer des médicaments dans les toilettes, ne pas lancer des choses comme ça. On fait des sondages chaque année. Vous avez encore un tiers des gens qui répondent aux sondages en toute méconnaissance, sans honte. Oui, je le fais. Donc ça, c'est des choses, je veux dire, il faut tous qu'on s'y mette. Et vous avez vu qu'il y a, je sais pas, au moins 15 campagnes sur les mégots dans l'eau. On a envie de se dire, mais pourquoi tout le monde se marche sur les pieds en refaisant une campagne sur les mégots? Moi, je pense qu'elles sont toutes utiles. Parce qu'en fait, elles entretiennent un bruit de fond sur le lac Léman, c'est le réceptacle de nos comportements.
problème de mémoire collective. Alors, qui veut poser une question? Monsieur. Bonjour, vous avez parlé de la qualité de l'eau. Moi, citoyen, j'entends beaucoup parler de la qualité de l'air avec des échelles qui sont en temps réel et qui expliquent dans chaque ville un petit peu les pollutions de l'air. Et par contre, pour l'eau, comment on fait en temps réel pour savoir, moi, le lac Clément, en tant que citoyen de Thonon, pour savoir quelle est la qualité du lac en temps réel, à l'instant T, la Drance. Comment on fait pour savoir ça? Très bonne question, concrète. Alors, qui veut répondre? Le seul système qui vous renseigne de manière régulière, c'est les plages. Donc on a un système de surveillance des eaux, entre guillemets, de qualité au niveau de la baignade. Les distributeurs d'eau potable ont un système de surveillance en permanence, évidemment, de la qualité de l'eau qu'ils distribuent dans les systèmes. Et celle-là, elle n'est pas forcément publiée. Parce que vous imaginez aussi qu'il y a certains éléments assez stratégiques dans la gestion de cette qualité de la part des opérateurs privés. Mais je suis d'accord avec vous, il faudrait qu'on arrive à développer un système en prompt time, si j'ose dire. Actuellement, il faut savoir, je ne sais pas si ça a été dit au public, mais on a 2 points de mesure sur le Léman pour faire la plupart des analyses. Il y en a un qui prend effectivement la colonne d'eau sur les 300 mètres de profondeur au milieu du lac. Vous en avez un autre sur Genève qui prend dans le petit lac sur 60 mètres de profondeur. Puis après, suivant les thématiques, vous multipliez encore les points. Et on a en fait développé une recommandation l'année dernière pour essayer, entre les 5 entités de la CIPEL, d'avoir un réseau de points qui surveille l'arrivée d'eau de tous les cours d'eau. Et en fait, ça tient sur une soixantaine de stations, si je me souviens bien. Et le problème que vous avez, c'est que si vous n'avez pas les ressources pour garantir vos stations dans la durée, mieux vaut pas les mettre dans votre système de surveillance, parce qu'après, vous avez en permanence des données périmées sur Internet qu'il faut corriger, et puis ça prend plus de temps encore à corriger auprès de la population que si on se limite dans les stations de départ, quoi. Jean-Marc Baudouin. Oui, alors pour compléter, en fait, c'est moins connu que pour l'air, mais sur l'eau, il y a des réseaux de surveillance, on en parlait tout à l'heure. Et en fait, derrière, il y a tout un tas de données qui sont collectées, de données écologiques, avec des bioindicateurs qui sont construits pour justement donner des seuils de qualité qui nous permettent de prendre des décisions aussi après. Toutes ces données, elles sont, c'est dans la loi, elles sont accessibles au public, donc à travers un système d'information qui s'appelle Système d'information sur l'eau. Alors c'est moins connu aujourd'hui, et c'est par contre par rapport au temps réel. Donc c'est un site internet qui s'appelle Système d'information sur l'eau. Voilà, oui. Qu'on gère, nous, en fait, à l'Agence française pour la biodiversité, c'est une de nos missions. Et en fait, par rapport au temps réel, par contre, ce sont des données de suivi qui sont acquises sur les grands lacs avec des pas de temps assez espacés. C'est pas au jour, c'est pas le jour même. C'est-à-dire, on peut avoir une information qui remonte à combien de temps? Ça peut être il y a 3 ans, quoi, par exemple. Ah oui, donc voilà. d'accord. C'est pas très rapide. Voilà, c'est une évaluation globale qui intègre ce qui s'est passé. D'accord. Par contre, parce que derrière tout ça, c'est les moyens qu'on a pour pouvoir suivre. Donc c'était aussi un des objets du colloque, c'est toutes les nouvelles technologies qu'on peut avoir pour suivre aujourd'hui les milieux aquatiques. On a eu des présentations, par exemple, très intéressantes sur ce que permettent les images satellites aujourd'hui, et qui permettent, ou la modélisation, avec le couplage de certains suivis, la modélisation, les images satellites, on peut avoir des choses en temps réel qui commencent à venir. Et c'est des choses qu'on essaye de développer aujourd'hui et qui commencent à être accessibles. Et je crois que on a vu une présentation de l'EPFL au cours du colloque. Donc il y a des informations. Alors je sais plus le site internet, mais il y a des informations en temps réel qui sont disponibles. On a eu une démo pendant le colloque là, qui commence à l'être, quoi, justement à travers ces outils. On n'a pas vraiment la réponse à la question finalement, hein. Il n'y a pas moyen d'avoir pour le citoyen une information en temps réel de la qualité du lac, quoi, clairement. Si je comprends bien. Quelle utilité? C'est de savoir si on peut se baigner, par exemple. Je ne sais pas. Après, il y a l'utilité du temps réel. En fait, par exemple, les bioindicateurs, ils sont construits justement pour donner une image du lac qui intègre ce qui s'est passé les dernières années. Donc ça, c'est quelque chose qu'on a à un moment donné et c'est compliqué. Ça rassemble tout un tas de données avec. Il faut aller prélever des poissons, des invertébrés, etc. dans le milieu pour pouvoir conclure. Donc ça peut pas être du presse-bouton, du temps réel, c'est pas juste de la chimie. Donc du coup, voilà, c'est un truc un peu plus complexe.
Non, ça, c'est la question effectivement de l'utilité. Dans l'eau, vous avez des facteurs d'intégration sur 3, 4, 5, 6 ans. Que vous ne pouvez pas mettre une sonde avec un capteur sur 3 variables, NOx, NO machin, etc. Vous auriez la température en temps réel, je sais pas, le phosphore et les nitrates. Vous ne pourriez pas en faire grand-chose pour décider tout seul si vous y allez ou pas. Ou alors, si vous avez 0,003 nanogrammes de médicaments antidiabétiques, vous en faites quoi, hein? Je veux dire, ça ne vous est pas très utile parce que vous intégrerez l'information en termes de santé que sur 20 ans ou 25 ans. Donc la question pour nous, c'est de savoir qu'est-ce qu'on vous donne comme information qui puisse être utile. L'information pour moi, c'est juste de dire, vous êtes au courant que la qualité de l'air, par exemple sur la vallée de l'Arve, on est très sensible aussi sur cette partie-là. Et ben, on va réduire, par exemple, les poids lourds, on va réduire notre vitesse. Et ben, c'est peut-être pareil aussi sur la qualité de l'eau, dire attention, il y a un risque de pollution en ce moment. Alors je ne sais pas à quelle échelle, mais de se dire, ben, les communautés de communes, les mairies, ben, sur tel ou tel bassin versant, vous êtes un peu plus sensible ou vous avez un risque de pollution plus important. Qu'est-ce que vous faites là-dessus? Ok. D'autres questions? J'ai vu une dame tout à l'heure qui levait la main. Voilà, ici. Bonsoir. Moi, je suis pêcheur sur le Léman. Et je pense que... Approchez bien votre micro. Oui, je pense qu'après des années comme nous avons vécu cette année, à cause des algues, la température de l'eau et puis la raréfaction de la ressource, eh ben, il ne va pas en rester beaucoup des pêcheurs qui sont au contact du lac tout le temps et qui pourraient vous aider. Et puis on n'a pas eu beaucoup d'informations non plus. Rien ne s'est dit, rien ne... Je sais pas, on n'a pas été très en contact, ni avec l'INRA, ni avec personne. Vous êtes pêcheur depuis combien de temps, madame? Enfin, nous, on est pêcheurs à Amphion-les-Bains. Ouais. Mais je suis d'une famille de pêcheurs depuis, je ne sais pas de combien de générations. Ouais. Donc, plein de générations. Donc, il y a une vue d'ensemble sur un temps très long. Voilà. Et sur la raréfaction, justement, de la ressource. Enfin, là, la raréfaction, c'est tout à fait récent. Hein. C'est depuis l'année dernière. Mais cette année, c'est une année catastrophique. Ouais. Et voilà, personne n'en parle. Il n'y a absolument rien qui se passe. On ne sait pas ce qui se passe dans le lac. Et des algues, on en a eu dès la fonte des neiges. Et jusqu'à présent, il y en a encore un peu. Alors, voilà. Pardon, Mathieu? Oui. Peut-être que je peux répondre, étant un peu responsable du laboratoire de Thonon. On ne peut pas dire qu'on n'en a pas parlé. On a rendez-vous avec Michael Dumas la semaine prochaine, qui nous a interpellés aussi sur ce problème de prospective du phosphore dans le Léman. C'est vrai que ça rejoint un petit peu la question précédente. Comment faire pour avoir des informations au fur et à mesure? Ce qui est compliqué, c'est que là, le lac, effectivement, il intègre beaucoup de choses. Et pour avoir des résultats sur les suivis, il faut qu'il y ait des analyses qui soient faites. On ne peut pas réagir à la minute. On a remis l'accent à l'INRA sur les suivis halieutiques. On collecte des données sur la croissance des poissons, sur les captures par unité d'effort. On est bien conscient qu'effectivement, à l'heure actuelle, et là je regarde Michael parce que effectivement, je n'étais pas conscient à ce point-là de la diminution du stock depuis quelques années. Et c'est pas juste une année, l'année 2018 où il y a une baisse. C'est vrai que depuis 3-4 ans, on observe une diminution de la capture de ce poisson emblématique, le corrigone, la ferra comme on l'appelle ici. Et c'est vrai que nous, on ne peut pas répondre aux questions à la minute. On est obligé d'intégrer un certain nombre d'informations pendant un certain temps pour essayer de comprendre ce qui se passe. Et l'idée d'être en interaction avec vous, avec le public et avec les pêcheurs, elle est présente dans nos travaux. Et bon, Michael, je ne sais pas, tu pourras peut-être dire quelque chose, mais c'est vrai qu'on essaie de travailler avec vous et d'essayer d'apporter des solutions et des réponses. Mais pas à l'instant T, ça c'est impossible pour nous. Oui, non, mais ça je comprends bien. Mais d'ailleurs, Michael, lui-même, qui est notre président, et on n'a pas de contact les uns avec les autres. Avant, les pêcheurs, c'était des familles de pêcheurs, tout le monde se connaissait, et s'il y avait un problème, tout le monde pouvait en parler. Maintenant, on est chacun dans son coin, et on ne comprend rien, et personne ne nous donne d'informations. Et on n'a pas de contact.
Tiens, voilà. Il faut peut-être, effectivement, notre rôle peut être de réfléchir aussi. On avait évoqué, il y a une commission sur la pêche qui s'appelle le plan d'action piscicole, dans lequel il y a un partenariat entre l'État, les scientifiques, les pêcheurs, qui discutent régulièrement. Avec Mickaël, on discute régulièrement. On avait l'idée d'ailleurs d'inviter les pêcheurs professionnels pour faire part du suivi. Il faut peut-être qu'effectivement on aille dans ce sens de plus de discussions et plus d'explications avec vous. Je pense que le problème que tu évoques, il est vraiment interne à la profession, c'est-à-dire que c'est notre linge sale à laver entre nous si on communique pas assez. Mais en tout cas, vis-à-vis de l'INRA, c'est clair que depuis quelques années, il y a un réinvestissement en la matière, et puis aussi au niveau administratif, au niveau de la DDT. Donc je pense que la profession n'a pas à se plaindre du tout de ce côté-là. Maintenant, le problème, est-ce qu'il est, il est imputable à personne? C'est sûrement uniquement le changement climatique. Mais pour aller un petit peu plus loin, j'avais une question qui va peut-être concerner les grands lacs américains. Est-ce que dans le reste du monde, il y a des lacs comparables aux nôtres, c'est-à-dire où il y a un gros bassin de vie autour du lac, et il y a de la pêche professionnelle, et le taux de phosphore et en tout cas les objectifs du taux de phosphore vers lequel il faudrait aller est similable à celui du Léman? Ou est-ce qu'il est nettement supérieur et que ça ne pose pas de problème en termes de rendement, de potabilité de l'eau ou de développement de microalgues, par exemple? Victoria Pébès. Si je comprends la question, c'est est-ce qu'on a des limites pour le phosphore dans les lacs, les grands lacs américains? C'est ça la question? Oui, alors en fait, la question, j'ai pas pu la poser complètement. La grosse inquiétude de la pêche professionnelle aujourd'hui, donc le problème, c'est la raréfaction du corégone, la ferra. On ne sait pas exactement à quoi l'imputer, mais nous, ce qu'on voit baisser, en tout cas dans les statistiques, dans les résultats, c'est le taux de phosphore. Et des échos qu'on a de collègues sur d'autres lacs, de collègues pêcheurs professionnels, c'est que depuis qu'ils ont des taux de phosphore assez bas, ils ont une raréfaction du poisson. Donc nous, forcément, à tort ou à raison, on met en corrélation ces deux phénomènes. Donc ce qui nous inquiète aujourd'hui, c'est les objectifs de la CIPEL de 10-15 microgrammes par litre. Donc ma question, c'est est-ce que dans les autres grands lacs comparables aux nôtres dans le reste du monde, il y a des objectifs aussi bas, ou si avec des objectifs supérieurs, il n'y a pas de souci particulier de potabilité ou de développement de microalgues, et la pêche professionnelle se porte bien? Bon, je sais, on a des objectifs pour le phosphore tout et le phosphore désolué, c'est comment? Dissous. Alors, que pour l'arc Erie en ce moment, pas encore pour les autres grands lacs. Il y a des gens, des intérêts qui voudraient avoir les limites du phosphore des eaux et tout pour les autres lacs, mais ça viendra peut-être au fur et à mesure, mais c'est difficile pour se réunir sur un limite. Les limites pour le lac Erie, c'était dans un protocole entre les États-Unis et le Canada en 2012, et les limites pour les autres lacs, ça c'était pas inscrit dans l'accord entre les deux pays. Ça a été laissé pour découvrir, pour la discussion. Et là, c'est difficile parce qu'il y a beaucoup de gens qui veulent des limites. Le problème, c'est plutôt dans les parts du lac, les coins du lac qui sont moins profonds. En ce qui concerne les pêches sont souvent à l'intérieur, dans les parties du lac qui sont plus profondes. Et j'espère que j'ai répondu à votre question. Et alors, juste pour avoir un chiffre, les objectifs, ils sont à quelle hauteur? Pour avoir un chiffre en termes de taux de phosphore, concentration de phosphore? Les limites, ça se fait en termes de mètre cubique, et il y a 3 mesures: total phosphorus,
phosphore tout. Et l'autre est la concentration qui rentre dans le lac. Je ne sais pas comment dire en français. Mais peut-être que vous pourrez en discuter tout à l'heure si vous souhaitez, parce qu'on ne va pas terminer sur un aspect peut-être aussi technique pour le... D'accord. Mais vous pourrez peut-être vous échanger. Montrer voilà, comment on fait ça. Voilà, vous pourrez échanger peut-être à l'issue de... Très bien. Parce qu'il est déjà 8h et je pense qu'il y a beaucoup de gens qui vont devoir partir. Donc j'aimerais juste peut-être le mot de la fin pour conclure. Alors, je ne sais pas si c'est le mot de la fin, mais il faut se réaliser que la notion de qualité de l'eau, elle est par rapport à un usage. Et si on veut avoir de l'eau la plus propre possible pour produire de l'eau potable, ou bien si on veut pour développer le tourisme avec une eau transparente, limpide, à ce moment-là, on va lutter contre l'eutrophisation et descendre le taux de phosphore le plus bas possible. Par contre, pour la pêche, il ne faut pas baisser trop bas. Et des études ont été faites à Liavag, à Zurich, qui ont montré que dès le moment où on descendait en dessous de 10 microgrammes, eh bien, tout d'un coup, il y avait un impact non seulement sur la dominance différente des espèces, mais aussi sur la quantité. Donc, la notion de qualité, c'est par rapport à un usage. Jean-Marcel Doriot, pour terminer, s'il vous plaît. Allez, le mot de la fin, avant de se quitter, qui peut être le mot de la conclusion d'ailleurs de cette semaine d'échange, et puis aussi peut-être le message à délivrer ou à entendre, même si on a déjà entendu beaucoup de messages. On met beaucoup sur les citoyens et on attend leur bon comportement. On met beaucoup sur les élus, on attend leurs convictions, on met beaucoup sur les scientifiques, mais je pense qu'il y a aussi beaucoup à attendre des industriels qui ne nous fabriquent pas des produits qu'on ne sait plus maîtriser après. La responsabilité, elle n'est pas uniquement dans celui qui jette son mégot. Voilà. On termine là-dessus. Voilà, merci beaucoup à toutes et à tous en tout cas d'être venus ce soir échanger, écouter et certainement méditer après nos réflexions. Merci beaucoup, bonne soirée et bon week-end.